qui eux ne sont pas, enfin, eux c'est des sites, alors c'est pas dire, ce sont des sites plutôt commerciaux, hein. Voilà, on est tous sur des, que ce soit le prolongement des activités des opérateurs de télécommunications que vous avez cités, que ce soit Netflix, un opérateur strictement développé qui s'insérait dans le système avec des politiques très agressives, hein, des solutions aussi très agressives que vous connaissez. Donc évidemment, quand je parle d'acteurs qui s'insèrent dans le secteur de la VOD avec des logiques d'éducation, je ne pense pas à cela. Mais le plus gros acteur qu'on peut identifier en France, et celui a priori que vous êtes le plus susceptible de connaître, c'est Universiné. Je ne sais pas si personne d'entre vous a été voir Alors évidemment, la plupart, ce qui va caractériser ces sites, contrairement à ceux que vous avez évoqués, d'ailleurs, qui sont sur les box et tout ça, c'est que c'est des sites auxquels on a accès par Internet. Mais soit on a une télé connectée, on peut y accéder directement par sa télé, ou alors il faut y accéder par son ordinateur et regarder le film sur l'ordinateur ou connecter son ordinateur à la télévision. Donc avec des modalités d'utilisation qui sont peut-être un petit peu plus compliquées évidemment que quand on accède directement par sa box. Universiné, je vous parle de celui-là, il y en a plein d'autres, hein, des acteurs de ce type-là, mais là c'est le plus gros et c'est celui à mon avis que vous auriez pu rencontrer. C'est un acteur qui est intéressant parce que c'est le rassemblement, si vous voulez, de tous les producteurs et distributeurs indépendants français qui se sont mis ensemble, qui ont rassemblé leur catalogue pour constituer une offre de vidéo à la demande, si vous voulez, sur la base de tous les titres qu'ils avaient en commun. Donc c'est pour ça que c'est un gros opérateur, quand même, une belle banque de films. Donc des films, alors je vous dis, c'est des opérateurs français, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des films français, puisque les distributeurs français distribuent des films de tous les pays. Hein. Et Universiné, du coup, c'est quoi? C'est un site. C'est un site, c'est... Ah, ok. Ah oui, avec... Ouais. Mais il faut payer pour voir les films, c'est ça? Alors il y a deux offres, en fait, qui sont associées. Il y a soit on peut voir les films à l'acte, traditionnellement, comme pour la VOD, soit maintenant ils ont développé une offre par abonnement, où en fait on paye une certaine somme, mais par mois, et ça permet d'accéder pas à l'ensemble du catalogue, mais à une sélection à l'intérieur du catalogue qui est renouvelée tous les mois. Voilà. Ça permet un accès illimité à toutes ces... Oui. Il y a aussi le site de Arte qui propose des films totalement gratuitement cette fois. Parce qu'ils viennent d'être diffusés, non? Non, c'est pas. Il n'y a pas que du replay, il y a aussi des films qui proposent uniquement sur leur site et qu'on peut visionner gratuitement toute l'année. Alors c'est pas la majorité parce que la VOD d'Arte, la majorité est payante. Hein. Oui, ils ont un replay à durée limitée. Alors voilà, il y a le replay, mais ça on est dans autre chose. La replay c'est autre chose, c'est pas la vidéo à la demande, le replay. Dans le replay évidemment c'est gratuit, comme dans le replay. Hein. Mais la vidéo à la demande, il y a peut-être quelques offres gratuites, hein, vous avez sûrement raison. Mais la grosse majorité, c'est une vidéo à la demande tout à fait classique avec paiement à l'acte. À vos souhaits. Alors, des acteurs, il y en a plein. Là, on parle de Arte, en fait, il y en a plein. Arte, on est bien dans cette idée d'éducation, effectivement, à l'image. Hein. Il y a plein de petits acteurs qui ont ouvert des sites sur Internet où ils essayent justement de faire des offres parfois très différentes de la norme de la VOD, mais justement pour travailler cette question d'éducation cinématographique. Par exemple, il y a un site, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le Cinéma Club, où ils vont... Alors vous voyez, dans Cinéma Club, c'est intéressant, parce qu'il y a cette reprise du vocable ciné-club, hein, très, très clairement, qui entend dresser une tradition avec cette histoire-là, où on va présenter un film gratuitement chaque semaine. Donc un seul film disponible, mais par contre, toutes les semaines, on va proposer un nouveau film. Et évidemment, alors un film très spécifiquement choisi par la femme qui gère le site et qui va expliquer à chaque fois la nature de son choix, pourquoi elle a fait ça, etc. Donc, des sites, il y en a plein comme ça, alors vous ne les connaissez pas, parce que malheureusement, ils se limitent, ils ont un petit peu du mal justement à toucher des publics un petit peu diversifiés par rapport à la norme machine que représente aujourd'hui la vidéo à la demande en public, on va dire. Mais ce qui est intéressant, voilà, pour tisser un petit peu des traits,
c'est que si on observe la façon dont fonctionnent ces différents sites qui vont se différencier justement par leur qualification de cinéphiles, leur envie de transmettre, de travailler, si vous voulez, cette dimension éducative dans leur relation au cinéma. On va y retrouver plein d'éléments qui s'expliquent très clairement par cette filiation historique avec l'ensemble de ces trois histoires conjuguées. Par exemple, c'est des sites qui vont jouer très clairement la sélectivité. Lorsque l'on va avoir Netflix ou n'importe quel VOD de n'importe quelle box, ce ne sont absolument pas des sites qui travaillent la sélection. Ils programment, sur Netflix, il y a à boire et à manger, il y a des films très mauvais, il y a aussi des bons films, il y a aussi des films très mauvais. Il y a des catalogues énormes, on a beaucoup joué sur l'ampleur du catalogue, mais avec... Sur ces sites-là, au contraire, il y a tout un discours qui se développe quand on lit, évidemment, les déclarations d'intention qu'on peut voir sur le site, l'auto-présentation des sites par eux-mêmes, où on va nous annoncer qu'effectivement, sur ce site-là, on ne va pas voir n'importe quel film, on va voir des films qui vont être sélectionnés très soigneusement par l'équipe rédactionnelle, qui tout à coup devient incarnée. Donc on n'est pas sur Netflix, vous ne savez pas qui c'est qui choisit les films comme au catalogue. Vous ne pouvez pas citer un nom de quelqu'un qui programme les films sur Netflix. C'est vrai de n'importe quel site de VOD à la demande que vous avez pu citer. Sur ces sites-là, on va essayer d'incarner l'équipe de médiation, de leur donner un visage, des noms, pour expliquer que les films auxquels on va assister, ils sont le fruit d'une sélection de la part de personnes averties sur le cinéma, qui vont retransmettre, qui vont proposer justement au grand public de découvrir ces films qu'eux-mêmes ont aimés. Et là, on est dans quelque chose qui traverse complètement tous ces dispositifs que l'on a pu étudier, cette idée effectivement que la médiation est extrêmement importante, que ce soit celle du critique qui va transmettre effectivement ses goûts et dégoûts à travers les articles qu'il va écrire dans les revues cinéphiles, que ce soit l'animateur du ciné-club qui va effectivement choisir le film, effectivement pas n'importe lequel, là, il y a cette question de la sélection du film évidemment qui est extrêmement importante et qui va transmettre au public effectivement sa propre vision du film. On va retrouver la même chose, je ne l'ai pas développé, mais au niveau des festivals, avec effectivement le délégué général qui va faire sa sélection. On parle bien des sélections en festival, qui sont des films sélectionnés sur la base de leur qualité par une équipe d'organisation qui veut transmettre, qui veut permettre à leur public de découvrir ces films-là. Donc cette idée de sélectivité adjointe à cette idée d'incarnation de l'équipe, elle montre bien cette filiation qu'il y a avec l'ensemble de ces dispositifs. C'est très intéressant de voir que sur ces sites-là, donc on connaît le nom en général des gens qui, parce qu'ils signent, tout simplement, les gens qui sont derrière, qui mettent souvent leurs photos, comme pour mieux se les représenter. Il y a la possibilité de dialoguer avec eux, donc il y a cette volonté presque de s'écarter du côté, on va dire, un petit peu froid et mécanique de la vidéo à la demande, pour retrouver quelque chose qui ressemblerait à leur relation qu'on a pu établir dans les dispositifs ancestraux. Enfin, ancestraux, plus historiques. Ancestraux, c'est un peu exagéré. C'est vrai aussi, d'ailleurs, dans cette médiation, on a vu aussi qu'elle était très importante dans l'éducation par l'image. Je faisais référence au cours d'aujourd'hui, mais on a vu aussi il y a 15 jours que tout avait été lié à cette question de la médiation, de cette médiation qui était la médiation pédagogique, mais que l'on avait toujours analysée comme étant au cœur du dispositif. Donc là, cette question de l'incarnation de la médiation, elle est extrêmement importante. Elle se traduit aussi, alors dans ces sites-là aussi, ce que l'on peut observer, c'est le recours à l'événementiel. On a vu comment le dispositif festivalier avait révolutionné un petit peu justement les conceptions relatives à cette volonté de transmettre l'éducation par le film, avec cette idée qu'il faut créer finalement de l'événement pour toucher de nouveaux publics, pour les inciter à participer, etc. Alors qu'une offre régulière comme les ciné-clubs ont plus de mal finalement à renouveler leur public. Ici, ce qui est intéressant, c'est que sur les sites que vous fréquentez habituellement, il y a un catalogue de films, on vient y piocher, il y a les nouveaux films qui sont mis en avant, souvent, les nouveautés qui
qui sont mis en avant, mais finalement on retrouve les critères marketing des salles de cinéma, on met en avant les nouveautés, voilà. Sur ces sites-là, il va y avoir tout un travail d'événementialisation qui va être fait pour essayer justement de toujours susciter un intérêt de la part du public. Donc vraiment un travail sur les temporalités qui va se jouer à travers, ça peut être à travers le renouvellement de l'offre, comme à l'exemple du Cinéma Club dont je vous ai parlé. Donc là c'est un cas extrême parce qu'il ne présente qu'un film. Mais il y a beaucoup de sites aussi qui vont proposer par exemple, je sais pas, une vingtaine de films par mois, et puis le mois suivant, ils vont renouveler leur offre. C'est le cas par exemple dans le domaine du documentaire de Tenk. Vous ne connaissez pas ce site? C'est écrit TE-NK, qui est un site extrêmement cinéphile dans le domaine du documentaire de création. Et eux, ils pratiquent cette sélection tournante. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de films qui sont disponibles pendant un temps, puis après, on change, on en propose d'autres. Du coup, ça renouvelle tout le temps la proposition. Cette temporalité limitée de l'accès aux œuvres, elle permet finalement de ressusciter tout le temps de l'intérêt par rapport à un catalogue fixe, si vous voulez, immuable. Puis il y a l'idée aussi de dire les films ils vont disparaître. Or, on nous a dit que c'était des bons films, donc on a envie de les voir. C'est un site à les voir rapidement. Donc il y a tout ce travail pour susciter une envie, si vous voulez, susciter une émulation qui est indissociable aussi de ce qu'on a pu voir dans l'histoire de cette éducation à la culture cinématographique en particulier, et en particulier dans toute cette réflexion qui est inhérente à l'adoption du dispositif festivalier finalement pour porter ce travail-là. Qu'est-ce qui caractérise encore ces sites par rapport aux autres sites? Par exemple, cette idée qui est très importante dans tous les... Alors, j'ai pas pu tout développer dans cette historique, mais cette idée que les personnes que l'on forme, en fait, vraiment cette idée de formation, doivent s'ouvrir doivent être le plus ouvertes possible à toutes les propositions cinématographiques et très largement aussi à toutes les propositions culturelles. Il faut vraiment former des personnes avec un goût élargi et que ce goût se formera justement à la vision d'un nombre de films extrêmement important. Du coup, dans tous ces sites, ce que l'on ne retrouve jamais dans les autres sites de vidéo à la demande, il y a toujours des propositions pour aller soit voir des films en présentiel, donc des propositions pour aller voir une projection à tel endroit ou des festivals d'ailleurs, pour aller fréquenter des festivals de films. Il y a beaucoup de partenariats avec des festivals. Pour aller sur un autre site, voir tel film parce qu'il est proposé par un autre site en ce moment. Donc des liens qui se font en permanence pour bien travailler l'idée que cette éducation au cinéma, elle ne peut pas se jouer que dans le cadre d'un dispositif, mais elle doit, au contraire, être la plus riche et la plus vaste possible. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se nourrit de ce rapport singulier qui s'est travaillé dans tout ce rapport au cinéma et à cette culture cinématographique au cours des années. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans la façon dont fonctionnent ces sites, c'est l'organisation interne. Si vous avez jeté un coup d'œil, je ne sais pas, Universiné, on est logiquement dans les sites classiques de vidéo à la demande, on est pour choisir un film, on va entrer par ordre alphabétique des mots du terme, ou alors on va naviguer, ou alors entrer par genre, parfois on propose des entrées par genre. Mais finalement, cet aiguillage, on va dire, vers les films, il est assez limité. Dans ces sites, au contraire, et ça va être d'autant plus vrai que l'offre est large, c'est moins vrai évidemment quand je vous dis qu'on vous propose un film ou 10 films, on n'a pas besoin d'un gros aiguillage, on voit ce qu'il y a. Mais plus on va aller vers des offres de catalogue, plus il va y avoir des tentatives d'aiguiller le spectateur qui vont être affinées. Autrement dit, on va lui proposer des entrées par période, par pays, par réalisateur, par thématique, par genre aussi bien sûr. Donc, mais une multiplicité d'aiguillages
pour essayer d'emmener effectivement le spectateur vers des catégories filmiques spécifiques. Donc, il va y avoir un accompagnement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va travailler beaucoup l'accompagnement. Alors que dans un site de vidéo à la demande, on ne vous prend pas par la main pour aller voir un film. Ici, on vous accompagne. Alors, on vous accompagne comment? Alors, dans cet aiguillage pour aller chercher des films singuliers, dans des propositions qui vous sont faites, mais aussi dans tout le travail d'accompagnement éducatif que l'on va mettre en parallèle de la vision du film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez voir un film sur Netflix, vous visionnez votre film et puis c'est terminé, la transaction est terminée. Ici, non. On va vous proposer un film et en parallèle, on va vous donner tout un tas d'informations, de documents qui vont vous permettre d'aller plus loin dans la découverte du film. Ça va être des fiches sur le réalisateur, ce qu'il a fait, l'analyse du film, etc. Ça va être des vignettes pour aller voir une interview du réalisateur. Ça va être tout un tas de documents comme ça qui vont permettre effectivement d'aller un peu plus, ou des liens sur d'autres informations sur Internet qui permettront d'aller plus loin. Donc il y a toujours cette idée de travailler l'accompagnement du spectateur dans la formation de cette culture cinématographique. Comme on a pu l'observer, et on peut y trouver évidemment tout un travail qui a été fait, qui est traditionnel finalement de cet accompagnement cinéphile jusque-là. Autre élément qui est intéressant, c'est l'attention portée à l'histoire. Vous avez dit que la cinéphilie, très tôt, elle avait commencé à s'intéresser à ce qui s'était passé avant, à cette histoire du cinéma, cette idée qu'une culture cinématographique, elle ne peut se construire que dans la connaissance des œuvres du passé. Donc on l'avait vu avec effectivement cette première cinéphilie des années 20, puis après la constitution de la cinémathèque qui proposait, etc. Puis c'est quelque chose qui a accompagné complètement l'histoire des ciné-clubs, cette revisitation du passé, et que l'on a retrouvé aussi tel quel dans les festivals, cette tendance à faire des rétrospectives, à ne pas se contenter des productions actuelles. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver très clairement dans ces sites, avec des propositions constantes pour voir des œuvres contemporaines, mais pour aller revisiter aussi les œuvres du passé. Il y a d'ailleurs un site qui s'est spécialisé dans un site de VOD, qui s'est spécialisé dans les films de patrimoine, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Cinétech. Vous dit rien? Cinétech, TEK à la fin, et où on est dans la proposition d'une œuvre d'une proposition de vidéo à la demande, spécialisée, si vous voulez, dans le patrimoine. Avec cette idée que, de la sorte, on va pouvoir accompagner le spectateur dans la revisitation du patrimoine cinématographique et de la constitution d'une culture qui prenne en considération les œuvres du passé. Et là aussi, avec des documents d'accompagnement, des interviews, etc. Donc là, je passe vraiment très rapidement en revue, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour analyser par exemple ce dispositif très contemporain de mise en relation des spectateurs avec des films, dans une visée cinéphilique évidemment, le fait de comprendre les valeurs sur lesquelles s'est développée cette volonté d'éducation, le fait de comprendre effectivement quels sont les objectifs poursuivis par ces acteurs-là, dans quelle tradition ils s'inscrivent, quels sont les fondamentaux sur lesquels ils inscrivent justement cette relation qu'ils créent avec les spectateurs, et bien effectivement ça modifie complètement la perception que l'on peut avoir du phénomène contemporain. L'analyse que je vous ai faite ici est très rapide, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est effectivement pour vous montrer un petit peu les types de découpage que ça peut donner. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ces sites, ça vous dit rien du tout, Il n'y en a aucun qui vous... Non. Le jour où vous avez envie de voir un petit film de patrimoine, vous pouvez être sur Cinétech. Et en fait, dessus, il y a une explication des films, etc. Oui, alors à des degrés divers selon les sites, mais la tendance générale, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que quand on choisit un film, on a en général un certain nombre d'informations, plus ou moins fournies selon le site, mais il y a des informations, effectivement, et sur le réalisateur, sur les contextes de production du film, éventuellement une analyse du film, avec, moi, je vous dis, des interviews.
Alors après, c'est variable selon les sites. Il y a des sites qui font ça de façon très approfondie pour chaque film, d'autres qui le font pour certains films. Mais il y a vraiment cette analyse. Cette volonté d'aller au-delà de la simple vision du film. C'est quoi? C'est Allociné qui cannibalise leur audience en fait. Qui cannibalise quoi? L'audience de ces plateformes. Je sais pas si c'est. Allociné, non, je pense pas. Non, parce que je veux dire, c'est que c'est un nivellement par le bas par Allociné en fait. Parce que moi j'ai l'impression que quand je veux voir un film ou ne serait-ce, même n'importe quel film en fait, je sais que je vais regarder Allociné, ça note, ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur la compétition, toujours placer un film au-dessus de l'autre, notamment avec le système de notes sur Allociné en fait. Et ce qui fait que ça devient l'étape intermédiaire entre ma volonté de regarder un film et le fait que je regarde un film. Alors que passer par des plateformes comme vous avez félicité, ça serait plus intéressant. Bah oui, ce qui est intéressant avec ces plateformes, c'est qu'elles réintroduisent de la prescription dans un univers où justement on avait joué complètement la désintermédiation. Parce que ce qu'on a vendu quand on a commencé à créer ces plateformes de VOD, c'était l'accès à des énormes catalogues avec une liberté totale, une désintermédiation totale. Cette fois, c'est vous qui êtes maître, vous choisissez ce que vous voulez, etc. Et là, en fait, ces sites, ce qu'ils préconisent, c'est la réintroduction d'une prescription. Non, on ne va pas vous laisser tout seul devant un choix de 10 000 films, donc de toute façon, ça ne vous dit rien du tout, des titres les uns à la suite des autres. Nous, on s'y connaît en cinéma, on va vous dire ce qu'il faut voir. Voilà, celui-là, il faut le voir, on va vous expliquer pourquoi. Donc on est vraiment envoyé dans la continuité de cette démarche cinéphile, de l'animateur du cinéma, du directeur de festival, etc., qui fait ce travail de prescription pour justement transmettre cette culture cinématographique. Mais les médias, ils font ça déjà. Les médias. Les médias, ils font ça, c'est-à-dire certaines fois, quand je vois des notifications du Parisien, il y a marqué le film que nous vous conseillons à voir cette semaine. Oui, vous avez raison. Les médias font ça pour l'actualité. Il y a un travail de prescription effectivement de la critique cinématographique qui va diriger les spectateurs vers les salles, vers tel film ou vers tel film. Les films qu'on ne doit pas voir aussi. Voilà, tout à fait. Absolument pas voir. Télérama, souvent, les films qu'il ne faut pas voir, oui, vous avez raison. Oui, au pire, Le Masque et la Plume, si on écoute, on ne va rien voir du tout. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors ça se joue plus sur l'actualité et plus directement vers les salles. Alors indirectement, vous allez dire que ça se répercute sur la vidéo à la demande, parce que maintenant c'est très rapproché, la sortie en salle et la sortie en VOD. Donc indirectement, ça joue aussi. Mais c'est plus clairement organisé par rapport aux sorties salles. Mais vous avez raison. Bon, je vais vous